à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur au programme aujourd'hui. Les miettes des cookies sont scrutées à la trace par les publicitaires et les sites web, oui, mais les régulateurs veillent au grain. Démonstration tout de suite avec la CNIL. Et celui qui a une idée derrière la tech aujourd'hui, c'est évidemment Damien Douani. Damien, en avant les histoires. Oh oui, vers l'infini et l'au-delà, on va voir ça. Et puis la question du jour, la voici. Jouer à Assassin's Creed pour approfondir ses cours d'histoire, à Minecraft pour réviser la géométrie, ce n'est plus un rêve de gamer et de gameuse. Non, c'est bien une piste explorée par la Commission européenne. Éducation, le jeu vidéo aux manettes. On en parle aujourd'hui en plateau avec Yann Caron. Yann, vous êtes le cofondateur de Powers, le Fortnite de l'éducation. Bonjour à tous, et très heureux d'en parler. Et puis en duplex avec nous également William Brou. William, vous êtes professeur d'histoire, de géographie et puis aussi d'éducation morale et civique au collège Antoine Audambron à Thiers. Vous êtes aussi l'animateur de la chaîne YouTube Histoire en jeu. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, focus. Les plateformes prisent les mains dans la boîte à cookies. Ces traceurs qui leur permettent d'asseoir leur modèle économique est mis à mal par la régulation. Pourquoi ce changement de règles permet de préserver votre vie privée? Démonstration avec la CNIL. Lorsque l'on navigue sur le web, on doit fréquemment accepter ou refuser des cookies. Cela fait partie de notre quotidien. En faisant évoluer ces recommandations, la CNIL a un objectif: vous donner plus de contrôle sur l'utilisation de vos données. Concrètement, qu'est-ce qui change? Avant d'accepter ou de refuser les cookies, le site doit vous donner de manière claire et simple un certain nombre d'informations, comme par exemple ce à quoi ils vont servir. Publicité personnalisée, géolocalisée ou encore partage d'informations avec les réseaux sociaux, mais aussi qui collecte vos données. Pour que votre consentement soit valable, il doit être éclairé. Refuser doit désormais être aussi facile que d'accepter. Vous ne devez pas être influencé dans votre choix parce que le paramétrage d'un refus vous prendrait plus de temps que de cliquer sur tout accepter. Aucun cookie non essentiel au fonctionnement du site ne pourra être déposé sur votre ordinateur, téléphone ou tablette si vous ne l'avez pas accepté explicitement par une action. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CNIL.fr. Yann Caron, Powers, c'est donc un jeu ludo-éducatif. Vous emparez justement de l'univers du jeu pour permettre aux enfants de mieux apprendre. La privacy, le respect de la vie privée, c'est essentiel pour les enfants dans Powers. C'est essentiel, c'est une des premières questions que nous posent les parents quand ils s'interrogent sur est-ce que je mets mon enfant sur Powers. Nous, on a très rapidement répondu, on collecte aucune donnée personnelle dans le jeu. On n'utilise évidemment pas les données des enfants pour faire de la publicité ou quoi que ce soit. La seule donnée qui est intéressante pour nous, c'est pour personnaliser l'expérience à chaque enfant. Voilà. Et c'est la seule qu'on utilise, mais sinon, en effet, c'est extrêmement important. Et on communique beaucoup là-dessus quand on discute, quand on parle de Powers aux parents. Allez, le jeu vidéo s'invite en classe, vous l'avez compris. Ouverture du débat, tout de suite. Acquérir des compétences numériques, transformer l'enseignement, réduire l'écart entre les sexes ou encore favoriser l'inclusion sociale. Vous ne rêvez pas, on parle bien de jeux vidéo et même mieux, des jeux vidéo quand ils sont utilisés à l'école. C'est une des pistes explorées par la très sérieuse Commission européenne dans son plan d'action de l'éducation digitale. C'est le titre exact, publié en 2020 et qui anticipait la période 2021-2027. Yann Caron, vous êtes donc le cofondateur de Powers. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer cette aventure? Alors, Powers, c'est un bébé du pré-confinement. Voilà, on se retrouve confinés, on est avec deux copains qui travaillent ensemble déjà dans une autre entreprise. Et puis, notamment Arnaud et Emmanuel se retrouvent avec deux petites choses posées sur leur canapé qui revendiquent être leurs enfants. Donc, ils se disent, qu'est-ce que c'est que ça? On travaillait beaucoup jusque-là, donc ils ne s'étaient pas bien rendu compte. Et donc, comme tout bon papa, ils se disent, on va aller regarder un peu ce qui existe comme solution pour apprendre sur tablette, sur ordinateur. Voilà, pendant que moi-même, je fais mes visios et mes calls. Et en fait, on découvre, c'est pas qu'il existe rien, c'est qu'en fait, il existe des milliers de solutions, mais qui sont toutes finalement assez peu ambitieuses technologiquement. Et puis surtout, en fait, les enfants sont pas dupes. Ça ressemble souvent à du brocoli au chocolat. C'est-à-dire que c'est du contenu éducatif, un peu de gamification, et puis au bout d'un mois ou 2 mois, en fait, l'enfant arrête parce qu'en fait, il s'est bien rendu compte que c'était pénible, pour utiliser des mots sympas. Et dans le même temps, on voyait que les enfants passaient des heures sur des jeux vidéo, évidemment, Animal Crossing, Minecraft, Pokémon, etc.,
voir des dessins animés. Donc on s'est juste demandé, mais si on utilisait ce pouvoir d'attraction du jeu vidéo et de l'écran, et qu'on en faisait quelque chose d'utile, et que du coup, dans ce jeu vidéo, on pouvait permettre à l'enfant d'apprendre des choses, faire du calcul mental, explorer des contrées lointaines, des époques, faire du yoga, faire de la cuisine, voilà, on s'interdit rien. C'est vraiment l'idée de Power, c'est en fait combiner cette attractivité Mhm. et cet apprentissage pour permettre à chaque enfant de découvrir ses passions. C'est vraiment ce qui nous anime le matin, c'est qu'on veut que les enfants, à partir de 6 ans, découvrent des passions et grandissent dans ce jeu. Et on y revient dans une seconde parce que une passion qu'il a su faire évoluer en métier, justement, c'est de vous dont je parle, William Moreau, évidemment. C'est votre quotidien d'ailleurs d'intégrer le jeu à votre parcours pédagogique. C'est donc cette passion de gamer que vous avez pu transformer dans votre métier d'enseignant. Oui, alors anecdote personnelle, j'ai perdu beaucoup de temps sur un jeu qui s'appelle World of Warcraft quand j'étais au lycée. Et du coup, c'était très négatif finalement le jeu à cette époque-là. Et après réflexion, après être devenu proche, je me suis quand même posé la question, est-ce que ce jeu m'a pas apporté des compétences? Et en réalité, je passais à la fin de ma carrière de joueur plus de temps sur des tableurs Excel que sur le jeu en lui-même, à essayer d'optimiser mon personnage et mon efficacité. Et au final, je me suis dit quand même, j'ai appris à maîtriser Excel grâce à World of Warcraft. Et j'ai aussi acquis des compétences de leadership, de communication, que certains développent avec le théâtre. Moi, ça a été avec le jeu vidéo. Voilà, j'ai encore des amis aujourd'hui que j'ai rencontrés sur World of Warcraft. Donc voilà, c'est parti de ce cheminement-là. Puis une deuxième anecdote, c'est le premier jeu auquel j'ai joué, c'est Battlefield 1942. Et on peut entendre la sonnerie du collège, parce que je suis actuellement au collège. Et en fait, en jouant à Battlefield 1942, je me suis surpris à aller chercher dans l'encyclopédie universaliste qu'il y avait chez moi des informations sur la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, de cette réflexion, avec la maturité que j'ai eue après avoir eu les concours, je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas essayer de les utiliser avec mes élèves, d'en discuter avec mes élèves, sachant qu'il y avait quand même eu déjà auparavant des précédents. Hein. Je n'ai pas inventé cette stratégie-là. On pouvait remonter hyper loin dans le temps, jusqu'au Moyen-Âge, voire l'Antiquité. Mais plus proche de nous, il y avait dans l'Académie de Normandie le réseau Loup Douce, animé par Denis Sesti, entre autres, qui avait une réflexion sur l'usage et l'apprentissage par le jeu de société. En fait, je n'ai fait que transposer à un média plus moderne, numérique, la réflexion qu'ils ont eue. Et on va voir justement comment ça se passe avec vos élèves en pratique dans un instant. Mais d'abord, Yann, vous définissez Powers comme le Fortnite de l'éducation. C'est vrai que c'est une aventure à part entière à laquelle vous proposez de participer pour ces 6-12 ans. Bienvenue dans le Village Powers. Regardez ce que ça donne. Damien, ça te donne envie de jouer, de rejoindre la partie? Ah, mais très clairement, pour ma fille qui vient d'avoir 9 ans, ah oui, là, ce serait idéal. Alors justement, vous le disiez tout à l'heure, Yann, ce jeu, il est parti d'une prise de conscience justement sur l'utilisation du jeu et des écrans par les enfants. Comment se déroule une partie de Powers en pratique? En fait, une partie de Powers, et c'est un peu ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est qu'on a essayé de disséminer de l'apprentissage partout. D'abord, c'est un vrai jeu. Ça, c'est le plus important. C'est le contraire des applications dont je parlais un peu avant. C'est d'abord un jeu qui doit être aussi attractif que Minecraft, que Fortnite. Et un enfant, quand il a le choix, on veut qu'il choisisse Powers. Donc c'est extrêmement important pour nous. Et donc c'est un vrai jeu avec des graphismes qui sont à la hauteur d'un jeu, avec des quêtes qui sont ambitieuses, avec des explorations. Et ça, c'est super important. Et après, dans cette aventure, en fait, vous voyez, l'enfant, il a son avatar, il a sa chimère, c'est son petit dragon qui le suit partout. Et ben, au fur et à mesure qu'il avance, on a disséminé de l'apprentissage partout. Quelques exemples.
les personnages du village parlent tous une langue différente. Donc, il y en a un qui parle l'anglais, il y en a un qui parle l'italien, il y en a un qui parle l'allemand. Et au fur et à mesure que j'interagis avec eux, j'apprends des mots et je m'éveille à ces différentes langues. J'ai une course à un moment de chimère. Dans cette course de chimère, je peux choisir des réponses qui me permettent d'accélérer. Et là, en ce moment, on apprend des choses sur la faune et la flore. Je peux faire, dans le jeu des portes, du calcul mental qui me permet là de récupérer des pièces pour après aller chercher des cosmétiques pour mon avatar ou ma chimère. Et voilà, c'est comme ça qu'on a disséminé l'apprentissage un peu partout. Et l'aventure grandit tous les 15 jours, elle continue à s'étendre et c'est extrêmement important. Des savoirs, mais aussi des savoir-être, avec du yoga et de la méditation aussi. Est-ce qu'il y a aussi une réflexion sur le temps d'écran, le temps d'exposition des enfants à ces écrans? Est-ce que le timing de la partie est limité, par exemple? Il y a une réflexion native dans le produit, c'est extrêmement important pour nous. On ne pousse surtout pas à la consommation d'écran. Et d'ailleurs, le yoga, pour vous dire, c'est en fait en fin de session de jeu. On sait que l'adrénaline est au maximum souvent, et c'est le moment un peu difficile pour les parents pour arrêter la session. Et donc, dans ce cas-là, on propose une session de yoga qui est un contenu qu'on a produit avec Bayard. En fait, c'est un contenu Bayard qui est investisseur chez nous depuis le premier jour. Bayard Presse. Bayard Presse, c'est ça. Et l'enfant est amené à faire des postures de yoga. C'est son avatar qui prend les positions. Et ça lui permet de revenir à la vie réelle. Sur le temps d'écran lui-même, on discute beaucoup avec Serge Tisseron, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces sujets de temps d'écran. Et sur les objets connectés aussi, dernièrement. Et sur les objets connectés. Et donc, en fait, on a une application parent aujourd'hui qui permet aux parents de réguler le temps d'écran, donc qui permet de dire, par exemple, je veux faire une demi-heure maximum par jour, je veux que ce soit uniquement jusqu'à 19h, etc. Et ce à quoi on réfléchit en ce moment, c'est... là, aujourd'hui, c'est le début du projet. Le projet a 1 an et demi, on va dire, maximum. Et donc, la partie s'arrête. Les idées qui sont venues des enfants, souvent, c'est... On leur demandait, mais comment vous voudriez qu'on vous aide à arrêter l'écran? Et c'est les enfants qui nous ont dit, vous pourriez faire en sorte que notre chimère soit fatiguée, par exemple. Donc la chimère arrête de courir et ralentit. Ou la nuit tombe sur le village. Et donc, la nuit, les activités s'arrêtent, le temps ralentit, les habitants disparaissent. Et voilà. Et c'est là-dessus qu'on essaie d'intégrer complètement les idées des enfants. William, vous êtes donc prof d'histoire, de géographie, d'éducation morale et civique le jour, mais vous êtes aussi youtubeur la nuit. Votre chaîne Histoire en jeu connaît un vrai succès. On regarde tout de suite quelques images. Bonjour à tous, je suis William Roux, je suis professeur d'histoire-géographie et j'analyse les jeux vidéo qui utilisent l'histoire. Les jeux vidéo, comme les romans ou les films, transmettent des messages historiques. Et ces messages peuvent parfois contredire le récit des historiens. Je traque les erreurs historiques, je débusque les anachronismes, je démêle ce qui relève de la fiction et ce qui relève de la vérité historique dans les jeux vidéo. C'est du fact-checking, mais en mieux. Mieux parce que j'interroge aussi le game design, les règles du jeu, le gameplay, la narration, et j'essaie de savoir si, au-delà des erreurs factuelles, un jeu nous permet de comprendre un phénomène historique. De l'apprentissage, mais en mieux. Donc, William, comment est-ce que vous choisissez concrètement les jeux sur lesquels vous allez travailler avec vos collégiens, que vous allez du coup utiliser dans votre parcours pédagogique? En fait, c'est un peu déconnecté de la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, je suis vraiment libre de faire ce que je veux. C'est l'avantage de YouTube. Avec les élèves, j'ai un guide, un seul. C'est le BO, le bulletin officiel, le programme que je dois aborder avec eux et le socle de connaissances et de compétences, le socle commun de connaissances et de compétences que chaque élève doit maîtriser d'ici la fin de sa scolarité, donc fin de troisième. Et donc, en fait, je pars toujours des compétences ou des connaissances qu'on me demande de faire acquérir à mes élèves. Et ensuite, je me demande est-ce qu'il n'y aurait pas un jeu existant qui permettrait d'aborder ces connaissances ou ces compétences et qui permettrait de le faire peut-être mieux qu'un autre média ou qu'une autre stratégie. En tout début d'émission, vous disiez que c'était mon quotidien. Je mets juste une petite nuance. Je ne fais pas ça tous les jours et je ne mets pas les élèves devant des jeux tous les jours et tout le temps. C'est des petits points comme ça, de temps en temps, à des moments opportuns et où ça paraît pertinent de le faire. Il ne faut pas forcer l'usage du jeu. Je pense vraiment que c'est un média, c'est aujourd'hui la première œuvre culturelle consommée en France, encore plus depuis le confinement. Et il est important de faire analyser ou comprendre ce média-là aux enfants qui pensent le connaître, parce qu'ils le pratiquent beaucoup. Et en réalité, ils ne savent pas vraiment comment il est construit, ce genre de choses. Et justement, le jeu vidéo, c'est aussi une école de la méthode, si je vous comprends bien. En fait, le jeu, n'importe quel game designer le dirait mieux que moi, mais le principe même d'un jeu, c'est de faire apprendre des choses aux joueurs. En fait. Le jeu ne fonctionne que si le joueur apprend.
Et le jeu respecte la théorie du flow, hein, en gros, c'est une théorie de psychologue, hein, il faut que les défis proposés aux joueurs soient toujours proportionnels à ses compétences. Et si le défi proposé est trop dur, le joueur va abandonner, va partir. Si le défi est trop faible, le joueur va s'ennuyer et donc va aussi partir. Donc le boulot d'un bon game designer ou du game designer, c'est de toujours proposer un défi à la hauteur des compétences du joueur et donc de faire progresser aussi les compétences du joueur. Et finalement, un bon jeu éducatif, entre guillemets, c'est un jeu qui va réussir à créer des mécaniques de game design ou des mécaniques narratives qui collent avec les connaissances qu'on doit acquérir ou les compétences qu'on doit acquérir. Et Donc est-ce que forcément, si on prend un gameplay comme Mhm. Assassin's Creed, c'est pas forcément hyper éducatif, parce qu'on ne fait que tuer des gens, mais il y a d'autres choses derrière qui se cachent. Absolument. J'allais justement anticiper sur la fin de votre réponse en demandant ici sur ce plateau à la fois à Yann et à Damien à quel point ça permettait aussi de développer une réflexion critique. Le fait de pouvoir justement apprendre ou en tout cas pouvoir caler certains apprentissages sur un développement de jeux vidéo. Un cadre méthodologique, c'est ça avant tout, Yann? En fait, typiquement, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup chez Powers. On a un board d'éducation dans lequel il y a notamment Gérald Bronner, dont on a pas mal parlé récemment, qui interroge le sujet de l'information, des théories du complot, Et qui vient de rendre justement... et rendre son rapport exactement au président de la République. Ça, on discutait avec lui bien avant tout ça. Mais avec lui, on réfléchit énormément à... Donc Powers est multijoueur, c'est des tout petits villages de 7 joueurs, mais c'est déjà une première expérience de vie en société pour un enfant. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce contexte-là de jeux vidéo pour éveiller l'enfant à la vérité, les discussions, la démocratie, prendre des décisions ensemble, qu'est-ce qu'on fait du bois qu'on a coupé, comment est-ce qu'il faudrait agrandir la mairie, etc. Et donc c'est ce que disait à l'instant William, mais voilà, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup et on pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, éveiller les enfants assez tôt et positivement et de façon bienveillante. Est-ce qu'on peut dire, Damien, que c'est un métavers en soi, un métavers pour enfants? Un métavers, je sais pas, mais oui, parce que c'est immersif, c'est vrai. Est-ce que c'est un univers Powers qui est infini, illimité, ou il y a quand même une certaine linéarité? Ça a vocation à être infini, c'est vraiment un monde ouvert. Et en effet, on a très envie d'avoir, on voit un peu dans les images qu'on vient de voir, un astronaute qui pourrait être Thomas Pesquet, qui vient Est-ce dans le que c'est village. Thomas Pesquet d'ailleurs? Ça pourrait l'être en tout cas, ça serait bien. Et qui vient expliquer à des milliers, des dizaines de milliers d'enfants dans un événement live ce que c'est l'astronomie, etc. Un peu à l'image de Travis Scott dans Fortnite que vous avez vu peut-être l'année dernière. Absolument, Damien. Un autre point qui est pour vous deux, on le sait, le jeu vidéo, ça a peut-être encore mauvaise presse, notamment auprès des parents. Moi qui suis un vieux gamer, justement, ça me tord toujours le ventre dans ça. Mais pour autant, voilà, il y a toujours cette sensation de ah mais le jeu c'est pas sérieux quoi en fait. Et aujourd'hui, on entend l'inverse. Est-ce que aujourd'hui, par rapport aux parents, il y a encore des a priori qu'il faut abattre? Alors il y a encore des a priori. William nous dira peut-être ce qu'en pensent les parents de ses élèves. Moi, j'ai quand même noté vraiment un changement. Je bosse dans le jeu vidéo depuis quelques années maintenant, et j'ai noté un changement avec le confinement. J'ai l'impression que le confinement a éveillé un certain nombre de parents au fait que l'écran était là et qu'il était peut-être temps de sortir du débat juste pour ou contre l'écran, pour ou contre le jeu vidéo, mais plutôt qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le rendre plus utile, plus intelligent. Et en tout cas, on voit que le discours de Powers imprime aujourd'hui de façon positive, là où probablement qu'il y a 2-3 ans, ça aurait été beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, je pense que les gens ont compris que l'écran était une tétine passive. Essayons tous ensemble, collectivement, de la rendre plus active et plus intelligente. William, justement, les parents de vos collégiens et de vos collégiennes, est-ce qu'ils parlent ouvertement de l'utilisation du jeu dans vos approches pédagogiques? Est-ce que ça les ravit? Est-ce que ça les inquiète? Ça provoque quoi chez eux? Depuis 7 ans que j'utilise les jeux, plus ou moins, j'ai eu un parent vraiment qui a été contre cette pédagogie-là, mais c'était un cas très particulier. Quand je présente les activités que je fais en réunion de présentation au collège, journée porte ouverte, etc., généralement les parents, au contraire, demandent si je ne fais pas ce genre d'activité aussi pour les parents. En fait. Ils ont besoin d'avoir ce discours-là sur les jeux pour pouvoir en parler avec leurs enfants. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour les enfants, mais aussi pour les parents, les jeunes parents, qui de plus en plus sont bercés dans ce milieu-là. Hein, voilà. Tous les jeunes parents maintenant sont tous des gamers, on va dire, ou ont été des gamers, donc ça a tendance à changer. Mais ça vient aussi, il y a toujours une frange de la population qui est contre ce média-là, parce qu'il y aurait une espèce d'échelle des cultures entre un cinéma hyper dominant, une littérature hyper dominante, et les jeux vidéo qui seraient une sous-culture violente et pour adolescents. Mais ça vient même de l'usage du mot jeu vidéo, en fait. On parle des jeux vidéo, on essentialise les jeux vidéo, alors qu'il en existe de différents genres, et il va y avoir les jeux à impact qui sont hyper sérieux
et hyper documenté. Les jeux comme service, comme Fortnite, mais même quand les gens parlent de Fortnite, ils ne parlent que du mode Battle Royale qui a défrayé la chronique, ils ne parlent pas du mode créatif qui, lui, est même utilisé par la Croix-Rouge, en fait. Donc, il y a une méconnaissance même du milieu du jeu vidéo, des jeux vidéo, des différents types, et des différents types de joueurs de jeux. Sur un même jeu vidéo, on va trouver différents types de joueurs, hein. Depuis les années 90, on connaît cette typologie qui peut être plus ou moins affinée. Et même moi, au sein de mes élèves, je vois ces différents types de joueurs, les hyper compétitifs, les collectionneurs, ce genre de choses. Et on peut utiliser ces mécaniques-là, quand on les connaît, pour justement utiliser de manière intelligente le jeu. Les jeux vidéo au pluriel et leur utilisation justement dans les parcours pédagogiques. On y revient dans un instant, mais tout de suite, on fait un tour du côté de la planète tech. Devinez qui a rassemblé ces images, ces vidéos étonnantes. Évidemment, c'est Cheryl Jessica Isangue. Je suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Mais tu es la plus bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder. Бро, покажи, как ты можешь настраивать эти зеркала. Да, короче, вот так вот можно делать. Я понял, ты сможешь корректировать сектор видимости. Да, то есть ты можешь от более комфортный. Ну да. А вот смотри, там слева кнопочка, тут нажми ее. Раз, два. Et Damien, aujourd'hui, tu vas explorer notre imaginaire. C'est ça. Marjorie, est-ce que vous aimez qu'on vous raconte des histoires? Ça dépend qui. Ça dépend qui, ça dépend Ouais, quoi. ouais. Ben, on l'a vu justement avec nos invités, c'est que les histoires, ça permet de développer l'imaginaire, ça permet d'enrichir le vocabulaire, les connaissances, bref, ça permet vraiment d'explorer plein de choses. Mais ça permet aussi d'être en calme, ça permet de se poser. Mais pour cela, eh ben, des fois, on va utiliser des CD pour certains. On va utiliser aussi des temps d'écran. On va regarder la tablette éventuellement. Il faut peut-être aussi avoir un adulte à côté de soi pour faire ça bien. Bref, tout ça ne permet pas à l'enfant de se développer dans une vraie autonomie et de développer son propre univers. Heureusement est arrivé l'Uni. Alors l'Uni, c'est ça, hein, ça ressemble à ça. Voilà, alors l'Uni, c'est une belle histoire. L'Uni, c'est une histoire qui a commencé à une école de design, le Strat, par Maël Chassard, qui avait imaginé un catalogue d'histoires interactives audio déconnectées. C'est ça l'histoire, c'est connecté et déconnecté à la fois. Ça ressemble à un petit poste de radio. Et elle a lancé un crowdfunding, ça a super bien marché. Et la boîte est maintenant lancée, ça marche super bien. Et donc, cette fabrique à histoire qu'on voit ici, voilà, elle l'a imaginé comme quelque chose qui ressemble à un poste de radio, qui est hyper simple, qui est hyper doux même d'ailleurs au toucher, qui est hyper sympa en termes de design. Et ce qui est super, c'est quand vous l'allumez, vous allez avoir un écran qui est caché ici, qui va apparaître. Et donc, quand on l'allume, d'ailleurs, je vais faire la démo. Quand on l'allume, voilà, ça marche. Ouf, c'est bon, je l'ai chargé, je l'ai piqué à ma fille. Voilà, je ne sais pas si on entend, on va monter un peu le son. Les histoires de Suzanne et Gaston. Voilà, donc on va dire OK.
Qui sera le héros de ton histoire? Bonne question. Voilà, donc Gaston. voilà, ou Suzanne, hop, voilà, on Ou peut tourner Suzanne. ça, voilà. Suzanne, Tac, allez, on y va. où ton histoire va-t-elle se passer? Dans Donc, un château. On Allez, on y choisit va. les éléments de l'histoire. Alors voilà. Comment va-t-il rencontrer? Voilà, on va choisir, hop, on choisit un fantôme par Et exemple. enfin, choisis un objet. Le livre dont vous êtes le héros. C'est exactement ça. Voilà, c'est l'histoire dont vous êtes le héros. Et là, l'histoire commence. Donc ce qui est génial, c'est que sur la base d'une même histoire, on va avoir une multitude d'histoires. L'enfant va s'amuser en toute autonomie, il va créer les ingrédients de son histoire et il va s'embarquer dans un château, dans une forêt. Il va partir en vacances avec une baleine, un loup, un fantôme, comme on l'a vu. Bref, ça va vraiment l'impliquer. C'est l'histoire dont vous êtes le héros, le livre dont vous êtes le héros, version numérique. Il y a 48 histoires qui sont incluses dans la fabrique à histoire dès le début. Et alors, c'est là où intervient la partie connectée. C'est que le parent, lui, après, il peut brancher l'appareil sur un ordinateur ou une tablette et il va pouvoir télécharger de nouvelles histoires. Il va pouvoir en acheter et automatiquement les retrouver ensuite dans l'appareil, dire bah tiens, maintenant tu peux à nouveau jouer. Ça veut dire que ça vous donne aussi des idées, j'imagine, pour raconter des histoires le soir. Alors c'est ça, exactement. Déjà, bon, les histoires qu'on achète sont payantes. Il y en a certaines qui peuvent être gratuites, c'est entre 2 et 15 ans. Ça cible les enfants qui vont jusqu'à 8 ans environ, donc jusqu'au CE2. Et ce qui est génial, c'est qu'on retrouve plein d'histoires, comme Le Petit Prince, par exemple, comme Maestro de Il était une fois l'histoire, Il était une fois l'homme, pardon, qu'on retrouve. Plein de petits personnages comme ça. Et puis ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça peut remplacer effectivement l'histoire du soir, même si c'est intéressant justement de s'intéresser à l'histoire qui est inventée par l'enfant pour voir vers où il veut aller. Moi, pour tout vous dire, je l'ai offert il y a longtemps à ma fille et j'ai découvert qu'elle connaissait super bien les dieux grecs. Je lui ai dit, mais d'où tu sors ça? Elle me fait, mais c'est dans ma machine à l'histoire, je l'ai appris. Et donc j'ai appris avec elle, j'ai regardé ce qu'elle faisait. Juste dernière petite chose, ils viennent de lancer une offre pour les écoles, justement, qui permet avec des fiches de préparation pour les profs. Donc vraiment, l'idée, c'est de permettre de donner ça comme outil pédagogique dans les classes. Je trouve ça vraiment très malin. Ouais, tous les médias, même parfois sans écran, peuvent devenir des outils ou des boîtes à outils, justement, des parcours pédagogiques. Yann, justement, ce qui est intéressant, ce que nous dit Damien, c'est qu'avec Louni, on co-crée les histoires. L'enfant co-crée justement l'histoire qu'il va pouvoir suivre, co-crée des parties, des jeux, des scénarios. Là aussi, c'est un des objets de Powers. En fait, Powers, donc l'ambition d'être ce Fortnite de l'éducation, ça ne se fera pas du jour au lendemain, même si on aimerait claquer des doigts, mais c'est quand même ambitieux. Donc en fait, ce qu'on a décidé dès le début, c'est on s'est lancé le 15 septembre 2020, le 15 février 2021, c'est-à-dire 4 mois après, il y avait un premier prototype qui était public, et donc n'importe quel enfant, parent, expert d'ailleurs, pouvait commencer à regarder ce prototype et faire et réagir. Donc en fait, on a mis dans l'histoire de Powers l'idée que les enfants participent à la création du jeu avec nous. On a reçu peut-être 25 000 messages depuis le début d'enfants, ce qui est absolument génial parce qu'en fait l'imagination des enfants est sans limite. Ils apprennent à les rédiger, d'ailleurs il y a un chat avec nous, donc ils peuvent écrire leurs idées. Je veux une chimère qui vole sur un toboggan en bonbon. Les idées, il faudra que je vous les passe, elles sont assez incroyables. Mais ce qui est encore plus génial, c'est quand les enfants essayent d'imaginer comment ils pourraient faire apprendre des choses aux autres enfants. En fait, c'est vraiment ces principes-là de co-création. Et là, c'est vraiment des idées qui sont absolument géniales, qu'on utilise le plus possible et qu'on implémente dans l'évolution du jeu, parce que le jeu, tous les 15 jours, grandit avec ces idées-là. Et donc voilà, donc on utilise beaucoup ça, c'est dans les gènes de ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que chaque enfant, je pense, rêve de créer un jeu vidéo. Bah là, c'est une réalité à l'échelle mondiale, quoi. William, vous aussi, vous co-créez justement des jeux avec vos collégiens et vos collégiennes. Comment ça se passe en pratique? Alors, juste avant, j'aimerais revenir sur le fait que c'est intéressant, cette idée du livre dont vous êtes le héros, et ça permet de revenir sur le fait que dans un jeu, contrairement à beaucoup d'idées reçues, le joueur est quand même acteur de l'histoire qu'il est en train de voir, que ce soit une histoire historique ou même une histoire de science-fiction, dans n'importe quel univers. Le joueur est acteur, et donc même si c'est très drivé et codé et choisi par les game designers, le joueur peut faire des choix plus ou moins ouverts, et le joueur peut vraiment incarner le personnage. Ça c'est un élément propre aux jeux vidéo par rapport au cinéma ou aux séries, par exemple. Alors oui, au collège où je travaille, du coup, je collabore avec un studio qui s'appelle Atlantide, qui est à Montpellier et qui propose à qui veut bien d'utiliser son moteur de création de jeux d'enquête géolocalisés. Pardon. Et on s'était dit qu'on pouvait très bien, moi en tant que prof et des collègues, créer des jeux d'enquête géolocalisés, donc des espèces d'escape game historiques en ville, pour faire découvrir l'histoire de la ville aux collégiens. Mais on s'est dit que c'était peut-être plus intéressant pédagogiquement de faire créer les parcours et les jeux d'enquête par les enfants. Et voilà comment justement on arrive à co-créer ces jeux et ces approches pédagogiques. On
on rouvre la deuxième partie de notre discussion. En fait, on la continue tout simplement. Apprendre via le jeu vidéo, oui, mais on peut apprendre du jeu lui-même. C'est par exemple la découverte d'un univers de métiers inattendu pour certains élèves, William d'ailleurs. Oui, même méconnu par une majorité de personnes dans le grand public, hein. On parle de jeux vidéo, de studios. Voilà, là, avec tous les grands rachats, on entend beaucoup parler de studios, mais on ne sait pas vraiment qui travaille dedans, on ne connaît pas tous les métiers, même si le syndicat national du jeu vidéo ou même l'ONICEP fait un gros travail pour vulgariser, expliquer les différents métiers. Il reste encore beaucoup de travail pour l'expliquer aux enfants, l'expliquer aux parents et ouvrir des perspectives d'avenir aux enfants. Yann, c'est aussi quelque chose qui vous guide sur la création de ces univers de jeu. On peut se dire que même dès 6-12 ans, le public auquel vous vous adressez, on peut commencer à avoir des ingrédients pour découvrir d'ailleurs ces industries, ces métiers, ces idées. C'est hyper important. En vrai, je pense que d'ailleurs, notre équipe est à l'image de ce qui nous anime. Parce que la plupart des métiers de notre équipe, TechArt, programmeur Unreal, je ne sais même pas si vous connaissez, c'est des métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans. En fait, c'est des métiers qui se sont créés ces dernières années avec l'évolution des technologies. Donc, depuis le début avec Powers, on a cette idée qu'en fait, si les enfants ne découvrent pas par eux-mêmes des solutions, des passions, en fait, aujourd'hui, ils n'apprennent pas des métiers qui existeront dans 10 ans. Donc, c'est super important pour nous de le faire. Après, sur la découverte des métiers eux-mêmes, nous, on rend très transparent depuis le début tous nos développements, toutes nos équipes. Et donc, en effet, on prend beaucoup de plaisir à faire des tables rondes avec des enfants et des développeurs et des artistes et tous les autres métiers qu'on peut avoir dans l'équipe. On a un programme là aujourd'hui où on va co-créer, intégrer des enfants d'une école de Drancy à la co-création du jeu. Donc on veut absolument que ces enfants viennent dans les bureaux, rencontrent les métiers. On descend souvent avec une association qui s'appelle Startup à l'école, qui permet aux élèves de découvrir les métiers. Voilà, c'est extrêmement important pour nous de montrer qu'en fait faire un jeu vidéo c'est un vrai métier, mais que voilà, on peut tous y arriver, quoi. Une question d'orientation professionnelle aussi, Damien, si on entend bien William et Yann, il y a aussi cet enjeu-là dans la découverte, dans la co-création d'un jeu vidéo à l'école. Oui, très clairement, il y a cette dimension-là. Aujourd'hui, ces nouveaux métiers qui émergent, justement, ça arrive à donner de la concrétisation aux enfants, véritablement. Il y en a certains qui arrivent à se projeter, qui disent « moi, je veux faire ça demain ». Ah ouais, il y en a pas mal. Alors, je peux le dire, c'est très empirique, mais avec les retours qu'on entend des enfants quand on les rencontre, on a eu beaucoup de serial troisième. Vous imaginez un jeu comme Powers, s'ils refusent des serial troisième, voilà. Il y en a qui vont passer des heures avec des artistes. Il y en a qui vont passer des heures avec des développeurs, mais vraiment se mettre derrière l'écran, regarder les lignes de code. Et je pense que du coup, ça va permettre déjà de se projeter sur qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard. Est-ce que j'ai envie d'être le développeur qui va rendre tout ça possible, l'artiste qui va créer des concepts de personnages, d'environnement. On voit que c'est des choses qui arrivent. Il faut qu'on arrive à connecter ces deux mondes en fait, qui ne se parlaient pas jusque-là. Et est-ce que dans Powers, aujourd'hui, on peut aussi choisir des rôles au-delà du fait de jouer? Est-ce qu'on peut se projeter dans un rôle qui pourrait être une sorte de métier quelque part, une activité qu'on aurait envie de tester, en fait, même onirique? En fait, dans Powers, on ouvre toutes les possibilités. Donc, typiquement, là, dans les prochaines semaines, on voudrait vraiment qu'il y ait une zone du jeu qui vous éveille au code. Voilà. Qui est dans le musée, d'ailleurs, et qui vous permettra de vous éveiller au code. Mais vous pouvez aussi vous éveiller à l'art. Il y a des concours de dessin en ce moment. Donc, tout est ouvert et tout est possible. Notre vision de la chose, c'est on doit éveiller 100% des enfants à toutes les matières. Et après, les enfants vont mécaniquement se tourner vers des choses qui les attirent plus. Il y aura des enfants qui ont des vocations plus artistiques, des enfants qui seront plus matheux, des enfants qui auront envie de parler avec nous de démocratie, de philosophie, j'en sais rien, tout ça. Et puis, vous voyez, l'étendue du spectre est infinie. Et progressivement, probablement qu'ils vont consolider des compétences là où ils auront envie d'être consolidés, puis réinvestir ces compétences dans des quêtes, dans des cheminements. Mais c'est vraiment comme ça qu'on veut construire le gameplay, pour utiliser un gros mot. Alors William, je ne sais pas si le fait de pouvoir utiliser Assassin's Creed ou d'autres jeux dans votre parcours pédagogique, ça a permis déjà d'inspirer certains de vos collégiens et des collégiennes pour leur future orientation professionnelle, mais vous en tout cas, ça vous a inspiré puisque vous participez désormais à une expérimentation avec le rectorat de Clermont-Ferrand, du Puy-de-Dôme, si je ne dis pas de bêtises, sur l'utilisation justement des jeux et du numérique à l'école. Qu'est-ce que vous y faites exactement? Comment est-ce que ça se passe? Et puis surtout, comment est-ce que le rectorat arrive à pouvoir propulser ces initiatives?
Faut savoir déjà que le ministère de l'Éducation nationale a, lancé un programme, apprentissage par le jeu numérique, avec une page dédiée, à cette question-là. C'est dans ce cadre-là que j'avais vu participer à une journée, 2 journées d'études, co-organisées par Games for Change et Ubisoft à Paris autour de ces questions-là, et notamment la question de l'esprit critique sur et par les jeux vidéo. Et il faut aussi savoir que, grâce à des associations comme Fusion Jeunesse, dans d'autres académies, Versailles, Créteil, Bordeaux, il y a déjà des collègues qui s'intéressent à la création de jeux et qui font créer des jeux, que ce soit des collègues de technologie ou de mathématiques, donc qui vont plus s'intéresser au côté tech et au côté codage. Et moi, tout l'intérêt que j'y vois en tant que prof d'histoire-géographie, c'est de montrer aussi les autres métiers qui sont nécessaires à la création d'un jeu. Enfin, je sais que si, quand j'étais à la fac, on m'avait expliqué qu'un historien pouvait devenir consultant historique sur une franchise ou narrative designer, écrire des histoires pour un studio de jeux vidéo, peut-être que ma carrière aurait été un peu différente. Donc voilà, montrer la multitude des métiers, ça se fait déjà dans les établissements scolaires. Et donc, grâce à ma chaîne YouTube et à ce parcours-là, j'ai pu être repéré par le rectorat de Clermont-Ferrand, et donc on a monté on appelle ça un pôle de compétences dans l'académie autour de la ludicisation, donc l'usage des jeux numériques pour approfondir les apprentissages. Donc mon objectif, c'est de montrer ce que je fais moi avec les jeux vidéo en classe, que ce soit l'analyse critique ou l'usage de jeux plus ou moins sérieux, et d'aider les collègues à ludiciser leurs cours, ou tout du moins d'utiliser des mécaniques ludiques dans le cadre de leurs cours. Et vraiment, le summum, c'est réussir à monter des programmes ou des ateliers Atlantides, comme on les appelle ici, de création de jeux de pistes géolocalisés dans l'académie. Le Pokémon Go de l'éducation et de l'orientation, si je comprends bien. Je citais en ouverture de cette émission cette étude de la Commission européenne sur justement l'utilisation des jeux vidéo dans les parcours scolaires. Il y trouve beaucoup d'avantages, notamment réduire l'écart entre les sexes, je cite à nouveau, et favoriser l'inclusion sociale. Plus d'inclusion, plus de diversité, c'est possible aujourd'hui, William, avec le jeu vidéo? Alors déjà, moi, ce qui me plaît beaucoup, je demande tous les ans en début d'année à mes élèves s'ils sont des joueurs, etc. Alors ça commence un peu à sentir que je prévois quelque chose, les élèves commencent à me connaître maintenant. Mais surtout, l'idée, c'est d'essayer de voir s'il y a des gros joueurs dans les classes, si on peut rapprocher ça du décrochage ou s'il y a un risque ou ce genre de choses. Et il apparaît que de plus en plus, l'écart entre filles et garçons se réduit en fait. Et je suis surpris de voir des jeunes filles me citer des jeux comme GTA 4 ou 5, avec tous les problèmes que ça suppose qu'ils jouent à 14 ans à ces jeux-là. Mais ça, c'est un autre débat. Et des garçons jouer à des jeux auxquels on ne s'attend pas forcément. Donc c'est intéressant d'avoir le profil de ces joueurs-là, de ces enfants-là, pour essayer de leur parler, et aussi de faire en sorte que ce qui pourrait paraître comme une faiblesse, c'est-à-dire je joue, je suis un peu le vilain petit canard de la classe, comment ça peut se transformer en bon côté et devenir finalement, dans une activité autour d'un jeu vidéo, en sorte d'avantage. Parce que quand on va être bloqué dans le fait d'avancer dans un jeu, parce que mine de rien, le fait de jouer à un jeu, ça s'apprend. Enfin, voilà, il y a des mécaniques de jeu à maîtriser, à connaître, et la manipulation de la manette est un premier frein, on va dire. Et ben, l'élève qui était le décrocheur, entre guillemets, le gros gamer, va servir de tuteur. Mine de rien, pour la tête, c'est un sacré bonus pour lui, et ça le remet un peu en avant de la bonne manière. Et un autre exemple, il y a quelque temps, j'avais tenté de travailler sur l'échec scolaire avec le jeu Overcooked, donc qui est un célèbre jeu de coopération en cuisine. Et c'était très intéressant de voir comment les élèves qui ne se parlaient pas vraiment dans la classe, tout d'un coup, se sont mis à collaborer et à dire: «Ah, toi, t'es forte, finalement, j'ai bien envie de jouer avec toi», alors qu'en fait, ils ne se parlaient pas du tout. Donc c'est intéressant de travailler ces compétences sociales aussi avec les jeux. Et puis vous êtes aussi, dans vos attributions, professeur d'éducation morale et civique. Là aussi, le jeu, ça peut devenir un outil pour pouvoir creuser certaines questions importantes de vie en société, d'éthique notamment? Oui, bah déjà, il y a des jeux qui traitent de ces questions-là, hein. Je prends un exemple, Enterre-moi mon amour, qui parle de la crise migratoire. C'est un jeu qui est assez dur, mais c'est un jeu, hein, voilà, qui parle d'une réalité géographique et d'une réalité sociale, entre guillemets. Et puis, il y a cette idée, tout à l'heure, et on parlait de Powers qui permettait de travailler les compétences sociales. Il y a un professeur aux États-Unis qui travaille la politique, les partis politiques et la coopération politique avec SimCity. Donc on peut travailler toutes ces compétences
avec le jeu. On en revient en fait à la question fondamentale, c'est pas est-ce que c'est bien d'utiliser le jeu ou pas, c'est comment je l'utilise et comment avec ces outils-là, je peux faire travailler des compétences, des compétences. Yann, mettre sur un pied d'égalité, elle est très jeune gamer et gameuse. Forcément, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur dans l'initiative Powers. On peut réussir à combattre les biais de genre dès le tout début en fait, de la vie numérique des enfants. Bah, il faut en tout cas, nous, vraiment, la mission de Power, c'est de changer l'éducation d'aujourd'hui pour améliorer le monde de demain. Mhm. Et donc ça passe pas par avoir que des petits garçons CSP+, du centre de Paris, quoi. Et donc nous, déjà, le premier truc, c'est que le jeu est entièrement gratuit. C'est un modèle, alors évidemment, ça ne plaît pas spontanément à tous C'est les quoi le modèle investisseurs. d'ailleurs, oui? Le modèle, c'est qu'en fait, le jeu est entièrement gratuit et pour apprendre des choses, je ne paye pas. Je m'amuse, j'apprends et c'est gratuit. Mhm. Ce qui sera payant sera uniquement les cosmétiques. C'est des habits, des vêtements pour mon avatar, des habits, des vêtements pour ma chimère, des accessoires pour ma maison, puisque je peux construire ma maison, mon jardin, etc. Mhm. Et on insiste, c'est vraiment important qu'il n'y ait pas un moment, attention, pour apprendre le coréen, c'est 9,99 et donc tu recrées les inégalités de classe contre lesquelles tu essaies de lutter. Et ensuite, juste pour finir sur l'inclusion, ce modèle économique, il est extrêmement important pour nous, mais aussi très puissant, parce qu'en fait, sur les 10 jeux qui rapportent le plus dans le monde, 7 sont des jeux gratuits. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on est parti. Et ensuite, nous, notre mission, c'est d'aller chercher le plus d'enfants possible, et donc on fait les efforts techniques qui sont très lourds pour que le maximum de plateformes puissent être couvertes. On est sur PC, sur Mac depuis le début, on est arrivé sur iPhone et iPad depuis cet été, on est sorti sur Android la semaine dernière, et on continue à faire ce travail technique pour que n'importe quelle personne qui a même un téléphone à 50 €, 70 € puisse jouer à Power. C'est super important pour nous et cet effort, on le fait au quotidien. Ouais, c'est une question essentielle d'inclusion et d'accessibilité, Damien. Oui, justement, j'ai une question pour William concernant la diversité sociale. Est-ce qu'il constate auprès de ses élèves, qui j'imagine ont différentes origines, en termes de diversité sociale, est-ce que le jeu peut être justement un très fort élément de cohésion, ou est-ce qu'il y a quand même des différences liées peut-être au fait que certains ont des tablettes ou du matériel comme des consoles et d'autres non? William, je précise que le C'est une collège dans lequel vous enseignez est en REP. Exactement, c'est une très bonne question parce que, et j'en parlais avec un stagiaire que j'ai eu la chance d'avoir quelques semaines avec moi, c'est cette question de l'accessibilité à la culture. On part du principe que tous les jeunes jouent, que tout le monde joue, que tout le monde a une PlayStation 5, tout le monde a des consoles, des téléphones, dernier cri, etc. Et on se rend compte qu'en fait, pas du tout. Et mine de rien, de faire jouer, allez, une fois en 6e au jeu Assassin's Creed, au mode éducatif principalement, ou de faire découvrir un jeu comme Battlefield 1 ou un jeu comme Half-Life 2, encore une fois pas en entier, mais de leur permettre d'avoir accès à ces jeux-là, de leur en parler, que ce soit en classe ou dans le cadre d'ateliers en dehors des temps de classe, parce qu'il faut avouer que nos programmes sont très denses et on a beaucoup de choses à faire. Ça permet de montrer que l'école aussi est capable de travailler ou d'aider à rendre tout cela accessible. Et donc, je crois vraiment que on m'accuse souvent de faire rentrer le loup dans la bergerie. Le problème, je pense, n'est pas là. Il est déjà là. Le jeu est là. Les parents jouent, les enfants jouent. Je suis moi-même confronté au fait que des fois, je suis tenté de jouer devant mon petit de 2 ans et je ne dois pas le faire parce que voilà, la question des écrans se pose. Les parents et les enfants que j'ai sont confrontés aux mêmes problématiques. Donc, on doit être là aussi pour aborder ces questions-là avec les enfants, avec les parents. Et plutôt que de se dire, un enfant, il est décrocheur, voilà, il a un problème à l'école, il joue trop aux jeux vidéo. Très bien, maintenant, on a fait ce constat-là. Est-ce que c'est que le jeu vidéo le problème? Est-ce que le jeu vidéo ne cache pas autre chose comme problème? Et est-ce qu'à partir de là, on ne va pas essayer de poser les vraies questions en se basant sur les travaux des psychologues, comme Yann Leroux, par exemple? Et il y a aussi une question de moyens qui se pose, William, si vous me permettez. Qui vous donne financièrement les moyens, justement, de pouvoir apporter à la fois ces jeux en classe, co-construire des jeux avec l'initiative Atlantide, par exemple? Alors, c'est la question du matériel, hein, c'est la question fondamentale qui bloque la majorité des collègues, hein. Tout le monde n'a pas les capacités d'amener une console de jeu. Je connais des collègues qui se sont fait prêter une console par leurs élèves. Personnellement, les jeux auxquels je fais jouer les élèves, qui sont des jeux AAA, hein, souvent, ne tournent pas sur les ordinateurs qu'on voit dans mon dos, hein, des ordinateurs qui n'ont même pas de carte graphique. Donc, moi, j'ai trouvé une solution grâce à l'association des Clionautes, hein, qui est une association de professeurs d'histoire-géographie qui a gentiment financé l'achat d'une console et des jeux pour que je puisse faire jouer les élèves. C'est une solution qui n'est pas parfaite parce que j'ai une console pour faire jouer une vingtaine, 20, 25 élèves en même temps, en simultané. Donc je vais trouver des stratégies pour créer un méta-jeu en fait par-dessus le jeu
Le jeu, c'est pas vraiment ce que le jeu demande de faire, c'est l'activité que moi je vais créer par-dessus, la situation de jeu que je vais créer par-dessus. Et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que je demande pas au jeu de faire mon travail, je continue de faire mon travail de prof et c'est à moi d'apporter les connaissances et de fixer les connaissances, si vous voulez. En fait, le jeu va apporter du savoir, et en fait, c'est à moi de faire comprendre aux élèves ce qui est bon, ce qui est pas bon, ou de leur apprendre à détecter ça, en fait. C'est ce qu'on appelle l'esprit critique, hein, ou éveiller l'esprit critique. Donc voilà, d'un défaut technique, j'en ai fait un peu une force, mais dans l'idéal, ce serait bien que les établissements puissent s'équiper de matériel, sans dire dernier cri, mais au moins un peu de matériel gaming, entre guillemets, pour pouvoir utiliser à pleine puissance ces outils et qu'on ne soit pas limité à jouer à des jeux des années 90, quoi. Et c'est la parfaite conclusion pour cette discussion. Merci infiniment, William Brou, d'avoir été avec nous depuis votre collège. Je ne sais pas si la sonnerie va retentir, mais en tout cas, je sais que vous allez repartir en cours dans un instant. Merci évidemment à Yann Caron aussi d'avoir fait un tour sur le plateau de l'École du Futur. Merci comme toujours à Damien Douany. Et puis, si vous êtes à Paris jusqu'au 6 février, eh bien, vous pouvez vous rendre au festival Ready Player au Forum des Images, un festival qui mise justement sur les gamers et les gameuses, qui les met en position de commande et aux manettes pour pouvoir mieux appréhender les métiers, l'industrie et toutes les questions du jeu vidéo. On se quitte sur ces images.